Je suis très heureux de représenter Bordeaux, à l'extrême sud de notre région, qui est grignotée par d'autres endroits. Donc voilà, je suis encore plus heureux, c'est que maintenant, si quelqu'un filme ça, met ça sur Internet, quand on va chercher ma photo, il va y avoir Monsieur Bérou. Donc ça va. Merci beaucoup de lui avoir mis le truc, impeccable. J'ai d'ailleurs fait une photo pour ma femme. Vous imaginez, c'est un des trucs les plus importants que j'ai fait de cette semaine. Donc merci encore, c'est toujours un plaisir. Donc je dois vous reschématiser, en particulier à viser des personnes qui n'opèrent pas, pour quelle technique choisir dans les prolapsus. Il y avait marqué voix haute, voix basse, ça sous-entend... C'est toujours là, c'est M. Bérou qui parle. Ben oui, attendez, il faut que je commence à... Il a dit qu'on est en retard et j'arrête pas de perdre mon temps. Enfin, le vote surtout. Moi je perds pas mon temps. Non. Et donc, courage, Raphaël, on va y arriver, c'est très court, mon topo plus... Oui, c'est ça, 1 minute 20, ça... c'est rien. Donc voilà. Allez, on va se lancer. Si j'appuie sur un bon bouton. Non. Je suis mal barré. Hein. Bon, quelqu'un fasse quelque chose. Oui. Oui, alors, c'est bien le mien. Alors là, tu dois arrêter ton compteur. Oui. Bon alors. C'est ça que tu voulais. Oui, je voulais faire le tour parce qu'on m'avait invité au départ pour le Grand Prix historique. Je vais faire un tour de la ville, un petit tour de la diapositive. Et donc, merci Victor. Voilà. Et donc, vous le savez que le problème de prolapsus est assez important et que globalement, le risque pour les femmes majoritaires ici avoir un prolapsus avant 80 ans est de 20%. Heureusement, il faut tempérer l'ardeur des chirurgiens. Seuls les prolapsus gênants doivent être OTT. Et donc, comme le suggérait le titre de mon intervention, pour l'instant, on a schématiquement 2 voies d'abord à proposer, qui sont soit la voie abdominale, qu'elle soit célioscopique de plus en plus ou laparotomique, soit la voie vaginale, qu'elle soit avec ou sans prothèse. On va regarder un peu ça. Le débat, en particulier des prothèses, pour les gynécologues médicaux, sans doute un peu moins. Ils voient ça d'un peu plus loin. Alors, un peu d'histoire, moins bien que ce matin, c'est une historique basique sur les prolapsus, c'est que quelque part, ça fait longtemps théorique. On devrait plus se poser la question de mon exposé, parce que en fait, lorsqu'on lisait la Cochrane qui fait référence dans les années 2004, la Cochrane était en faveur de la voix haute et tout ce qu'on voyait, c'est que petit à petit, la célio, grignoté, la laparotomie. Mais pendant qu'on publiait dans ces années 2000, il faut faire de la voix haute, c'est mieux, en fait, les docteurs faisaient de la voix vaginale. Comme par hasard. C'est bizarre, et c'était comme ça. Et en fait, c'est une voix d'abord majoritaire, qui reste majoritaire. L'intervention de référence n'était pas les milliers d'interventions décrites, mais essentiellement une spinofixation par voie vaginale. Ce qu'on a assisté donc petit à petit, c'est que dans la voie vaginale, on a vu augmenter de plus en plus la chirurgie prothétique, qui a multiplié par 3, vous voyez, entre 2006 et 2011, qui aboutit en 2011 à un pic des chirurgies prothétiques par voie basse, avec 30% des chirurgies voie basse avec des prothèses. Et puis, pour quelles raisons? De mode, de solidité médicale, un peu de tout. Et finalement, à ce moment-là, on a un arrêt en plein vol, qu'on va encore avoir en 2016 d'ailleurs. On va avoir un arrêt parce que l'augmentation de l'utilisation des prothèses, le fait que ça s'utilise dans une chirurgie qui était majoritaire dans les pays, fait que le pourcentage d'effets secondaires, il a été multiplié également par 3. Et donc, on a des alertes de la FDA en 2011, 2009, 2011. Et à partir de là, le monde anglo-saxon d'abord, puis nous après, il fait chuter le taux des chirurgies vaginales. Il les fait revenir plus bas qu'avant. Et on considère actuellement qu'on serait à 2% des voies basses. La nature compensant toujours, finalement, si les prothèses vaginales baissent, on a une remontée pas mal de la célioscopie, parce que la célioscopie dans les nouvelles générations, elle a été apprise, elle est à peu près possédée. Donc les chirurgiens qui sortent de gynécologie actuellement n'ont connu que la célioscopie et très peu la laparo. Et donc la génération suivante est arrivée, donc on a de plus en plus de promontocéliaux. Et puis on est revenu à de l'intervention vaginale conventionnelle. Donc le but est de faire le point.
En 2013, mise à jour de la Cochrane, quand même, pour voir quelle est la position actuelle. La Cochrane indique de nouveau que la promonto-fixation est la procédure de choix pour la correction du prolapsus apical. Donc on rentre dans une sorte de détail. Si vous avez un prolapsus de l'apex, eh bien, le meilleur traitement, le gold standard, est la promonto-fixation. Le prolapsus de l'apex, c'est soit le fond vaginal quand il n'y a plus d'utérus, soit c'est prolapsus prédominant sur l'utérus. Les avantages sont la diminution des récurrences, des incontinences urinaires de nouveau, des dyspareunies. L'inconvénient par rapport à la spinofixation, c'est la morbidité supérieure quand on regarde en grande population. La Cochrane dit également, cependant, en cas de prolapsus utérin ou global, il n'y a pas de différence de résultat entre promonto et HVB plus spinofixation. C'est-à-dire qu'en gros, la Cochrane valide ce que vous faites, ou plutôt nous faisons ce que dit la Cochrane, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'elle dit, il n'y a pas grande différence finalement entre les deux. Ce n'est pas étonnant que le monde réel, il fasse beaucoup de voies vaginales. C'est pas bizarre, il n'est pas en train de maltraiter alors qu'on leur a dit depuis 10 ans qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et quelque part, la Cochrane, avec sa méthodologie, définit qu'on a raison de faire des voies hautes et des voies basses. Et d'ailleurs, vous verrez bien que je ne pourrais pas conclure, personne n'a jamais pu conclure. Et ce n'est pas avec les 2-3 études randomisées, prospectives, plus ou moins bien faites qu'on pourrait régler le problème de la supériorité de la voie haute ou de la voie basse. Donc on va simplement donner quelques idées. Donc d'abord pour la voie basse. Alors, donc on est revenu beaucoup actuellement sur des recommandations de chirurgie vaginale autologue. Je rappelle donc, il ne faut pas être trop soporifique, qu'on est là dans des techniques essentiellement de soutènement, c'est-à-dire qu'on est sous le prolapsus et on veut empêcher qu'il tombe. On est dans des techniques de hamac, de suture des aponevroses qui ont lâché pour que ça descende moins. Donc, et aussi, on est en arrière sur des techniques de suspension, puisque l'intervention de Richter ou la spinofixation, c'est un fil qui va tirer sur l'arrière du col ou le vagin et qui va aller sur le ligament sacrosciatique, l'accrocher. Donc, on a des techniques, en gros, de hamac, donc je vous dis, essentiellement soutènement, mais également suspension. Vous avez en avant, pour la cure de cystocèle, à faire des sutures la plupart du temps en paletot. Il y a eu beaucoup d'interventions, là j'ai fait simple. Ce qu'on appelle les albans. Le alban est quelque chose le fascia de Alban est quelque chose de très classique. À l'étage moyen, si vous avez un prolapsus de l'étage moyen, ben vous avez la solution soit de suspendre le vagin ou l'utérus à l'épine sciatique, soit, enfin au ligament, soit d'enlever l'utérus. Et en arrière, l'arrière, pareil, on a aussi le Richter, mais également des indications de myographie ou théoriquement de plicature de fascia prérectale, mais le fascia prérectal c'est tout petit. Et donc quand on a, là aussi, on viendra dans les dernières diapos, quand on a des prolapsus postérieurs significatifs et du haut rectum, ce n'est pas la voie vaginale, c'est là où on va avoir une différence. Alors pourquoi choisir une voie basse? Puisque j'ai commencé par ça. D'abord parce que c'est pas cher et pas dangereux, donc puisque la voie basse serait un peu plus dangereuse, avec prothèse, technique possible sans prothèse. Les temps opératoires sont plus courts pour quelqu'un qui sait faire. C'est facilement utilisable, y compris chez la femme âgée. Ça ne nécessite pas forcément une AG, puisque vous pouvez faire de la loco-régionale. Ça permet un cloisonnement vulvo-vaginal. Et on va avoir dans nos séries quelques personnes qui ont besoin d'un cloisonnement vulvo-vaginal. Et c'est peu coûteux, c'est-à-dire si vous êtes dans un pays qui ne peut pas payer 500 € la prothèse, effectivement, ça vous coûtera moins cher avec 3 fils qu'avec une prothèse. Contre, c'est une technique opérateur dépendant encore plus que le reste de la chirurgie, c'est-à-dire c'est vraiment de l'artisanat par rapport à quand on doit bien trouver les plans, bien faire les fascias, bien faire des sutures de qualité, bien aller au bout des dissections. Donc c'est opérateur dépendant, la solidité est opérateur dépendant. Et dans la littérature et dans la vie réelle, hors prothèse, les récidives anatomiques sont augmentées sur l'étage antérieur, c'est-à-dire que lorsque vous faites une chirurgie par voie vaginale sans prothèse, vous aurez 30% de récidives sur la cystocèle. Ça ne veut pas dire, c'est des récidives anatomiques, ça ne veut pas dire 30% de femmes qui se plaignent. Parce que ces femmes, si elles ont un différentiel entre ce qu'elles avaient et ce qu'elles ont, elles ne seront pas forcément mécontentes, ce qui explique aussi les résultats des études qualité de vie. Alors pourquoi toujours ne pas mettre de prothèse? Je viens de dire que pourtant on a des récidives anatomiques, parce que l'absence de choix de prothèse dans les voies basses diminue les risques d'érosion, c'est essentiellement ça, de rétraction et de dyspareunie de nouveau, tout va ensemble là-dedans. Et donc l'intervention de référence pour la voie basse, c'est la sacrospinofixation par fil unie au bilatéral
avec un taux de succès de 80%, avec des reculs de 10 ans, avec ce défaut de cystocèle, et vous pouvez ou non garder l'utérus. Ça, c'est une théorie des balanciers. Il y a 15 ans, tout le monde enlevait toujours l'utérus. Il y a 10 ans, plus personne ne devait enlever l'utérus. Et actuellement, on enlève l'utérus, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, parce qu'on voit réapparaître en 2015 des études où on a des taux de récidive plus élevés en cas de conservation utérine et des techniques autologues. C'est-à-dire que vous avez déjà des techniques autologues qui sont moyennement solides. Si votre utérus est très très bas, vous pouvez le raccrocher nulle part, sauf en arrière à la spinofixation. Et donc, si vous partez opérer quelqu'un dont le col de l'utérus est dehors et que vous ne lui enlevez pas l'utérus, c'est mon point de vue, quand vous faites une chirurgie par voie basse, le chirurgien suivant vous dit merci. Moi, par exemple, qui opère un certain nombre d'utérus qui sont restés à tomber, mais ils n'ont pas récidivé, ils étaient déjà bas. Donc quand vous gardez l'utérus, qui est mieux pour le temps opératoire, la morbidité et la cicatrisation, ne faites pas ça sans prothèse ou avec une hystéroptose prédominante. Non, il faut avoir, pas en tout cas, un prolapsus central prédominant ou de l'apex. Donc on est gêné par la cystocèle et on aurait pu penser que finalement, si j'associais à ma spinofixation, qui en fait par voie basse, me traite mon prolapsus médian et postérieur. Si j'associais une technique antérieure, j'allais régler mon problème. Eh bien, malheureusement, non. Le taux de cystocèle post-opératoire dans les études n'est pas modifié entre les spinofixations seules ou les spinofixations réparations antérieures autologues. C'est également parce que ces réparations antérieures ne sont pas toujours bien faites et pas toujours faciles, et en tout cas quasiment inefficaces sur des gros cystocèles. Et donc, comme Brigitte Fatton le disait il y a longtemps, et je pense la même chose, je pense qu'en cas de cystocèle importante, il faut faire une technique hybride. Je veux dire, nous faisons dans mon service des milliers, non, pardon, ça serait prétentieux, je ne m'appelle pas Juppé. Donc, on fera des dizaines de techniques hybrides. Je ne suis pas en période électorale, on m'a réélu pour chef de pôle, il me reste encore 4 ans. Donc, préférable d'utiliser une technique hybride avec prothèse donc antérieure qui ferait passer les taux de récidive, vous voyez, à des taux de 4%. Voilà. Bon, donc, je vais passer là-dessus. On peut traiter les tâches postérieures, évidemment, sans prothèse. On va aller sur ces indications. Donc, finalement, quand est-ce que je dois faire une voie basse autologue ? Eh bien, en première intention, en cas de prolapsus de grade 1 et de grade 2. Il faut souhaiter que vous n'opérez que très peu de grade 1 et que vous essayez de ne dissuader les femmes qui ont le grade 1 de venir nous voir. Mais ça arrive, elles sont tellement inquiètes des fois, mais ce n'est pas majoritaire. Mais bon, quelque part, évidemment, d'ailleurs, je vais vous dire, dans un grade 1, vous pouvez prendre n'importe quelle technique. Le tout, c'est de la réussir. Parce que si vous ne réussissez pas, vous aurez une expertise, et parce qu'elle peut avoir des douleurs supérieures à ce qu'elle avait avant. Et par contre, si vous l'opérez et que vous réussissez, vous pouvez faire n'importe quoi et tu n'es pas malade. Donc, de toute façon, elle sera contente. Donc, le message, c'est on n'opère normalement pas les grades 1 en prolapsus. Les grades, à partir du grade 2, oui. Les femmes jeunes, on vit encore, il y a plusieurs études de Savary, recommandations de CNGOF, je n'ai pas repris toute la littérature, je venais faire une sorte de chose simple. Les femmes inférieures à 50 ans, on va pouvoir leur faire de la voix basse autant que de la voix haute, mais on ne met pas de prothèse. Parce que quand dans des séries, j'ai entre 7 et 15, voire 21% de problèmes vaginaux, évidemment que je ne vais pas chercher des ennuis chez des femmes jeunes, qui, de toute façon, sont plus de rapports en particulier que les femmes plus âgées de plus de 70 ans. Les femmes jeunes désirant un enfant. Alors ça, c'est un débat qu'on n'est pas là pour gérer. Vous avez deux écoles dans les femmes jeunes qui désirent un enfant. Soit faire ce qui est considéré comme le plus solide, puisqu'il y a du temps, ça peut mettre du temps, et donc c'est la promontofixation. Soit, ça, c'est la théorie plus européenne et française. Et vous avez la théorie plus anglo-saxonne qui est là, faisons simple, parce que quand ça récidive, on gardera la technique plus compliquée. Et donc, il y a un certain nombre d'arguments pour faire chez une femme jeune désirant encore un enfant, une intervention de voix basse, qui peut être une spinofixation ou des variantes que vous voyez marquées là, et qui permettent de dire ça réglera les problèmes, ça tiendra peut-être, et si ça ne tient pas, si elle récidive 10 ans plus tard ou après une grossesse, on fera une technique abdominale. Donc on est dans une bonne indication de la voix basse autologue.
La femme âgée désirant un cloisonnement, très difficile de faire un cloisonnement par voie haute. Ça a été décrit en robot, mais c'est pas facile. Hein. Je veux dire, là, il faut des grandes écoles. Oui. Donc, mais par contre, par voie vaginale, c'est faisable, évidemment, c'est le but. Hein. Ouais. Méfiez-vous, hein, même si elles le veulent, même si elles sont jeunes, comme 70 ans, eh bien, il ne faut pas leur faire, hein, parce qu'elles peuvent regretter. Oui, oui. Je veux me faire élire par les femmes. Le prolapsus récidivé sur un compartiment postérieur non traité, c'est assez fréquent. Vous savez, dans les promontofixations des gynécologues et des urologues, on s'intéresse peu aux problèmes postérieurs, enfin pas toujours. Et puis classiquement, vous avez 10% de rectocèle post-promonto par exemple. Ben, quand vous avez une récidive partielle d'un prolapsus déjà traité, vous pouvez trouver un endroit. Et le compartiment postérieur est un endroit par voie basse où il est très peu conseillé de mettre des prothèses, sauf dans les grosses rectocèles par voie basse ou récidivées. Il est peu conseillé, les techniques actuelles arrivent à traiter correctement le compartiment postérieur. Donc là, vous voyez, vous avez une indication. Les femmes présentant des douleurs pelviennes chroniques ou dyspareunie, il est clair que soit si vous êtes que chirurgien débutant, vous ne feriez pas ça. Donc si une dame a déjà mal, vous n'allez pas chercher un truc qui pourrait l'aggraver pour qu'elle dise que c'est encore pire une fois que vous l'avez touché. Donc les gens qui ont mal au périnée, il faut éviter, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les opérer par en bas, mais en tout cas, il ne faut pas mettre des facteurs aggravants tels que des prothèses. Le prolapsus médian, évidemment, est une bonne indication, prolapsus postérieur, etc. Et les résultats fonctionnels sont identiques à la chirurgie avec prothèse, c'est-à-dire vous ne pouvez pas trouver un expert cette année qui vous dira que la chirurgie avec prothétique est meilleure. On vous dira qu'elle est au moins pareille, non inférieure, elle est en anatomie meilleure, mais en termes de fonctionnalité, il y a des résultats identiques. Et c'est ce que demande la patiente. Alors quand même, un petit focus sur, et alors, quand est-ce qu'on met de la voie basse prothétique? Pourquoi on en met d'abord? C'est parce que nous, de notre côté, on trouve que les résultats anatomiques sont bien meilleurs. Vous voyez, vous divisez par 3 les risques de récidive anatomique, mais dans ce qui est publié actuellement, dans la plupart des études, comme on a pas mal de réinterventions, en particulier pour les érosions et les douleurs, eh bien, on n'a pas un taux de réintervention significativement différent entre les femmes chez qui ce n'était pas assez solide et qu'on réopère pour leur prolapsus, versus les femmes, c'est solide, mais comme elles ont des problèmes, elles se font quand même réopérer. Alors ça peut changer aussi parce qu'on n'a pas les publications de 2020. Or, les prothèses, il y a 2 facteurs qui améliorent les choses pour les prothèses. C'est que la taille des prothèses, alors on pourra dire le grammage, oui, supposons qu'elles sont plus petites et plus légères et qu'elles soient mieux tolérées. Mais il y a 2 choses majeures, c'est la taille. On a commencé avec des tailles énormes et on est sur des tailles beaucoup plus petites. Ça c'est à mon avis, moi, la première chose. La deuxième chose, mais c'est l'expérience. C'est comme ça qu'une société doit maintenant prouver qu'elle a formé les gens pour mettre du matériel. C'est-à-dire que l'expérience est énorme dans la complication. Et on voit bien qu'actuellement, dans des services dits de recours qui récupèrent en gros du bruit de fond des complications de nos propres opérations et des autres, on diminue énormément en ce moment les patientes qui viennent avec des problèmes post-prothèse. Donc on va vers quelque chose d'amélioré. Alors finalement, quand est-ce que je peux penser de devoir mettre une prothèse? Bien, ça reste quand même assez large, mais ça repose sur les indications du compartiment antérieur. C'est la cystocèle récidivée. Vous avez fait un tissu natif, il y en a encore une, et vous voulez repartir par en bas, vous avez l'indication d'utiliser une prothèse. Et puis, heureusement, les docteurs qui ont fait les recommandations et les revues mettaient aussi des prothèses. Et vous pouvez vous protéger derrière, vous appuyer plutôt sur des recommandations nationales, internationales, du CNGOF et autres, c'est les rapports Savary et compliqués, que finalement, dans les cystocèles de grade 4, qui sont beaucoup plus à risque de récidive et plus difficiles à traiter, il n'est pas étonnant que vous puissiez mettre une prothèse du moment que vous avez informé la patiente pourquoi vous faisiez ce geste. Et donc, en pratique, en tout cas pour chez nous, on met encore énormément de prothèses antérieures sur ce type de malade. Et du coup, finalement, on peut en mettre souvent aussi, si on veut, parce que la cystocèle de grade 3 est rarement isolée, elle fait partie d'un prolapsus multicompartimental. Et il faut quelque part que vous ayez au moins un grade 3 pour avoir l'idée que vous pourriez mettre une prothèse. Voilà. Et puis on a vu le développement d'autres prothèses qui essayaient de traiter à la fois la cystocèle et l'apex par des fixations directement antéro-postérieures. On est passé de la prothèse totale géante à la prothèse à antérieure et postérieure à finalement la prothèse antéro-postérieure.
plus petite à chaque fois. Et vous avez ici des exemples de noms. Ces noms vont bientôt s'arrêter parce que les sociétés américaines ne commercialisent plus leurs produits en raison des attaques en ligne qu'ils ont eues chez les patientes qui avaient des dyspareunies, des problèmes. Donc il va rester l'année prochaine essentiellement la prothèse POLD qui représente 50% du marché américain, qui est une bonne prothèse de fixation de l'apex, justement. Elle fixe parfaitement l'apex. Les autres prothèses sont habituées à diminuer et nous marcher avec ces sociétés n'existe plus. On voit l'émergence de petites sociétés françaises qui amènent des copies, les Européens n'ayant pas encore le même nombre d'attaques juridiques que les Anglo-Saxons. Il y a un vrai retour en arrière sur la prothèse, mais avec pourtant une période où la prothèse est mûre. C'est-à-dire que je pense, moi, personnellement, que il faut, dans la chirurgie voix basse, minimiser les incisions, le moins d'incisions possible, tout le monde le dit, il n'y a pas que moi, pas de colpectomie, bien sûr, et maintenir l'apex et l'avant. Et donc, on a maintenant ce type de prothèse qui maintient le compartiment antérieur et l'apex sans faire des dégâts, avec des gens qui savent mieux les poser, des gens qui ne tirent pas dessus, donc moins de rétraction, moins de problèmes. Et donc on a globalement des résultats fonctionnels très satisfaisants. Voilà pour ce qui est de la voie vaginale. La voie abdominale. La voie abdominale, c'est la promontofixation qui est la technique de référence. Vous voyez, les descriptions sont... Il y a des descriptions de début du siècle, les descriptions modernes 59, en Célio 94. Les études montrent que la laparo est meilleure, que la laparoscopie est meilleure que la voie abdominale. Elle est identique dans ses résultats avec des taux de succès globaux de 90-95%. La Célio entraîne moins de complications avec des durées d'hospitalisation plus courtes. Il y a moins d'érosion. Si vous décrivez un taux moyen d'érosion par voie vaginale de 7%, vous aurez dans les revues de la littérature, les méta-analyses, un taux d'érosion de 4%. Il y a moins de dyspareunie dans les méta-analyses. On peut tout trouver évidemment dans les études variées. Il n'y a pour l'instant aucune supériorité démontrée de la voie robotique, même si la voie robotique se prête bien à se gérer sans intervention. Ça reste pour beaucoup, pour moi aussi d'ailleurs, l'intervention de référence chez la femme jeune. C'est quand vous avez une femme jeune avec un prolapsus de l'apex, effectivement, on ne veut pas mettre de prothèse voix basse. Le tissu autologue, pour moi, ça sera un peu du bricolage. Et donc, pour une femme jeune, je pense que la meilleure opération, qui ne se voit pas la plupart du temps et qui restaure son anatomie, c'est la promontofixation, c'est évident. Ça, je passe. Alors, la promonto permet également beaucoup des gestes associés. En particulier, la promontofixation, elle est très utile si j'ai un vrai prolapsus postérieur avec des gènes postérieures importantes. Parce que quand nous faisons nos promontofixations, nous effectuons surtout des préventions du prolapsus postérieur. On a des prolapsus multicompartimentaux et nos prothèses, c'est bien comme ça qu'on a dit, on n'a pas obligé de mettre une deuxième prothèse postérieure, on n'est pas obligé de lui tirer dessus, on peut la coller. C'est parce qu'on ne voit pas les mêmes patients. Quand on fait du multidisciplinaire, ce n'est pas les mêmes patients. Les rectocèles majeurs ne sont pas corrigés par les interventions de prévention que font les gynécologues et les urologues. Le seul traitement d'une vraie prolapsus rectal, qui soit global ou intra-anal, c'est la rectopexie indirecte par prothèse, mais avec fixation de la prothèse, non pas sur les élévateurs, mais sur la face ventrale du rectum. Et à partir de là, oui, là, je corrige absolument le prolapsus postérieur. Et ça, je ne vais pas l'adjoindre à une voix basse, je vais évidemment l'adjoindre à une voix haute. Mais là, c'est un problème de screening de malade, où parfois l'IRM dynamique peut être intéressante. Mais encore une fois, on n'est pas censé faire de l'IRM dynamique pelvienne en routine chez Madame Tout-le-Monde. Ça serait également un message qui serait totalement disproportionné. Voilà. Dans les grosses, j'ai passé vite, il y a quelque chose qu'on fait très rarement. Dans les grosses cystocèles traitées par voie haute, la promontofixation ne suffit pas et il faut aller faire des sutures paravaginales. C'est très peu fait, mais l'absence de sutures paravaginales sur les énormes cystocèles en promonto est à l'origine des récidives de ces cystocèles latérales. Voilà, ça, bon, à faveur de la Célio. Donc je conclus par la diapositive que m'avait fait Raphaël. Eh bien oui, je suis venu exprès te le dire. Mais non, heureusement, il n'y a pas si longtemps, il ne faut pas se vieillir. Il y a longtemps pour son expérience, il n'y a pas longtemps pour l'âge. Et on avait fait ça parce qu'on avait dû faire un truc sur comment poser les indications. Alors on pouvait dire, écoutez, ils peuvent vous faire ce que vous voulez, le tout c'est qu'ils sachent le faire. Et si je dis ça, je suis pas prêt, je vais à la mairie, mais comme je ne suis pas maire, je n'ai rien à faire à la mairie, donc je suis resté vous faire l'exposé. Et donc, les différents facteurs qui vont influencer dans notre tête schématiquement sont des facteurs anatomiques,
qui sont donc le grade, on l'a vu, et le compartiment, un peu fonction, un compartiment, deux compartiments lésés, c'est surtout postérieur, c'est surtout médian, ça va vous influencer. Ensuite, il y a des facteurs liés à la patiente, l'âge, vous avez bien vu, si je suis jeune, très jeune, 50 ans, normal, 70 ans, âgé, excusez-moi, 85 et plus, très âgé, enfin bon, j'arrête, oui. Regrettant de vivre, 127 ans, enfin bon, enfin bref, je regrette rien, je ne me rappelle pas qui je suis. Et donc ça va jouer. Ce qu'elle veut la patiente, elle a décidé qu'elle veut, enfin elle veut un truc, le reste lui fait peur, vous avez beau lui dire tout ce que vous voulez. Le BMI, là c'est le côté, c'est de la patiente, mais c'est le chirurgien qui se dit, bah, si elle fait 150 kg, mieux que je passe par en dessous que par en dessus. Enfin bon, bref, ça peut jouer. L'activité sexuelle, ben oui, encore que on ne fait pas des cloisonnements très souvent. Le désir de grossesse également par rapport à l'utérus, évidemment. Et enfin, il doit y avoir des facteurs médicaux qui sont, on est influencé, on ne voudrait pas que nos traitements récidivent trop. L'anesthésie, les comorbidités vont jouer aussi sur l'ampleur, mais actuellement, avec les progrès de notre prise en charge, on peut dire qu'on a fait tomber beaucoup de contre-indications. À une époque, on vivait, la patiente âgée aura des complications neurologiques, cardiovasculaires, si vous lui faites un truc standard par rapport à un cloisonnement. Les études de comparaison ont montré que c'est pareil. Donc, quelque part, c'est la prise en charge qui peut vous entraîner des problèmes. Ça ne vous influence pas trop. L'expérience du chirurgien, c'est majeur. C'est majeur. Vous avez des personnes qui font que de la voie vaginale, vous avez des personnes qui font, ou des spécialités qui font que de la voie célioscopique. On n'est pas dans des pays encore où, vous savez, on a des centres de traitement spécialisés, parce que par contre, un centre qui se dit spécialisé, a priori, doit offrir à la patiente toutes les techniques. Alors on y tend, les gens qui font du prolapsus sont connus pour faire beaucoup ça, et ils peuvent faire les deux voies d'abord, et quelque part, de temps en temps, il y a plus d'intérêt médical, on pense, à faire une voie ou un autre. En attendant, je vous ai passé les diaporamas qui disent que de toute façon, on peut tout faire par n'importe quelle voie. La qualité de la chirurgie, finalement, est majeure. Donc, au moins, savoir ce qu'on sait faire, s'être formé, et essayer d'évoluer en fonction de ce qui se dit. Je termine là-dessus. Je ne sais pas combien ça fait, là. Ça peut aller, là? Oh, c'est bien, je l'ai senti. Donc, en gros, quand est-ce que je ferai une voix haute? Quand est-ce que je suis en faveur de la voix basse? Ben, vous voyez, en faveur d'une voix haute, ben, la femme jeune, je recommence. Voilà. Hystéroptose prédominante, je vous l'ai dit aussi, hein, c'est l'apex, l'utérus qui tombe. Si vous voulez le garder, vous le retirez dessus. Les récidives après voix basse prothétique, vous savez, si vous avez fait, malheureusement ça arrive, on va essayer en chirurgie de ne pas retourner disséquer là où c'était déjà disséqué. Parce que les risques de plaie d'organes existent. Si vous n'arrêtez pas de toucher au vagin, il va se rétrécir, entre guillemets. Donc il faut plutôt changer de voie, c'est classique. Une pathologie annexiale, bien sûr. Le vrai prolapsus rectal associé est une indication de faire de la chirurgie par voie haute. Et également, éventuellement, quelqu'un qui a toujours mal au périnée, c'est difficile d'aller lui retoucher. En faveur de la voie basse, une femme un peu plus âgée, une cystocèle prédominante, un antécédent de chirurgie abdominale adhésiogène, une obésité morbide, récidive après promontofixation. J'ai dit que classiquement on a plus de rectocèle après promontofixation. Contre-indication à l'AG, à la célioscopie. Alors, et l'inverse du périnée, c'est douleur dorso-lombaire chronique. Donc vous voyez que malheureusement je ne suis pas venu inventer la roue, c'était déjà fait, ni la poule au pot. Et qu'on est dans des trucs anglo-saxons ou illisibles parce que c'est trop petit, en disant si par hasard vous avez l'idée d'opérer quelqu'un, ben informez-le. C'est ces trucs. Voilà, je vous remercie, c'est bon.